Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de mes entretiens géopolitiques. Vous le savez, l'objectif est de découvrir un petit peu la géopolitique sous tous ses aspects et ses déclinaisons. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Geoffroy Schmitt. Alors pourquoi la chance? Tout simplement parce que il travaille chez PVC et il va nous dire un petit peu comment ce qu'il fait. Il vient de publier une enquête auprès des entreprises et de leurs dirigeants, on montre que la géopolitique est importante et puis surtout comment il est diplômé de GEM. Merci d'avoir accepté cette invitation. Petite question à l'école, parce que vous avez été diplômé quand je n'étais pas encore à GEM. Est-ce qu'à l'époque, il y avait de la géopolitique dans les cours? Bonjour Jean-François, ravi de participer à cet entretien. Voilà, je suis un peu grisonnant, donc moi je suis effectivement diplômé de 1992 avant de débuter ma carrière effectivement chez PwC. Et je travaille dans les transactions en fait chez PwC, donc il y a un des métiers dans lesquels nous sommes. Et à l'époque, à GEM, c'était très focalisé sur la techno en fait, je pense que qui était un sujet avant-gardiste et en lien avec l'environnement économique de Grenoble et qu'on était très orienté sur tous les aspects techno. Et il y avait pas vraiment encore des notions de géopolitique. Je pense qu'on était encore très centré sur les aspects français et beaucoup moins ouvert sur le monde, ce qui a fortement évolué sur les probablement 10-15 dernières années. Surtout avec la techno. Alors, je l'ai dit, comment je vous ai invité pour que vous parliez d'une enquête que PwC vient de publier auprès des dirigeants d'entreprise. Avant d'en venir un petit peu au résultat, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment se passe cette enquête, un petit peu les modalités et puis depuis combien de temps? Ouais, alors cette enquête, donc qui s'appelle la CEO Survey, donc c'est une enquête qui est faite auprès de dirigeants d'entreprises dans le monde entier, en fait, avec nos différents bureaux correspondants dans le monde entier, puisqu'on est une entreprise internationale. Donc c'est la 25e enquête, en fait, qu'on duplique à peu près tous les ans, et habituellement, elle est publiée lors des entretiens à Davos, en fait, dans lesquels les PDG, on va dire, se réunissent pour un peu discuter justement sur certains sujets économiques et géopolitiques. Et donc, cette 25e étude, elle a été faite voilà, en fin d'année dernière. Donc, les résultats sont publiés là en début d'année. Et donc, elle a pour vocation, en fait, de donner un ressenti, finalement, de ces PDG, de ces dirigeants, sur comment va se passer l'année 2022. Voilà. Donc, et c'est au travers d'un questionnaire et aussi d'interviews qui sont faits auprès d'un échantillon de nos clients ou partenaires. Avant de s'intéresser aux résultats en tant que tels, est-ce qu'il y a des disparités dans ces résultats entre les dirigeants français et les dirigeants des autres pays? Alors, il y a des disparités entre les différents pays, effectivement. Historiquement, ça se remarque de façon assez claire dans les études. Et cette année, il y a une particularité. Habituellement, on va dire, les dirigeants français sont peut-être un peu plus réalistes ou mesurés que certains pays anglo-saxons qui sont peut-être un peu plus positifs. Et pour une fois, bah, voilà, l'aspect qui ressort de cette étude cette année, c'est un caractère très positif en fait des dirigeants français, notamment sur les aspects de croissance, puisqu'on a, voilà, on a pu avoir un fort rebond de la croissance en 2021 et donc les dirigeants français sont très très positifs et beaucoup plus positifs que les dirigeants américains ou anglais pour 2022 et les prochaines années. D'accord. Et cette tendance à l'optimisme des dirigeants français, on la retrouve dans toutes les catégories d'entreprises ou il y en a qui sont plus optimistes que d'autres? On le retrouve de façon générale, en fait, dans toutes les catégories. On retrouve cet optimisme, on va dire, par rapport aux autres pays. Après, bon, la crise a affecté certaines catégories, plus que d'autres. On n'a pas cette granularité, on va dire industrie par industrie, mais les échos qu'on a eus, c'est que voilà, il y a un côté positif qui ressort de cette étude et qui est largement partagé par, les dirigeants français. Dans cette étude, j'ai oublié de vous demander, vous interrogez également des dirigeants chinois? Oui, alors il y a des dirigeants de tous les pays du monde, d'Inde, de Chine, de Russie, enfin voilà, tous les pays dans lesquels on est implanté. Évidemment, la Chine est un pays dans lequel on est très fortement implanté et donc et bien évidemment, il y a
des dirigeants chinois qui sont interviewés. Et qui sont optimistes, aussi optimistes que leurs homologues français ou pas? Ils sont moins optimistes, hein, comme je vous l'indiquais. En fait, vraiment, la France, pour une fois, tire son épingle du jeu. Et donc, la Chine, alors, j'ai plus les chiffres devant moi en tête, mais la Chine fait partie des pays qui sont effectivement moins positifs que la France. Alors qu'habituellement, la Chine, l'Inde, on va dire, ces pays qui ont des très fortes croissances historiques sont souvent des pays très positifs sur leur futur. Et les Russes? Les Russes, alors les Russes, j'ai pas les chiffres sous les yeux, donc je pourrais pas vous le dire, Je vous mettrai un je l'ai lien vers plus en l'enquête. tête. D'accord. Voilà, il faudra mettre un lien avec l'étude et je pourrais vous donner les éléments plus détaillés sur la Russie. D'accord. Donc un optimisme d'un côté, après, comment, quelques inquiétudes ou par rapport à un certain nombre de risques. Donc je crois que vous en avez identifié 6 principaux. Le premier risque global à l'échelle de la planète, c'est le risque cyber. Exactement. Donc la cybersécurité, c'est vraiment le risque qui ressort, quels que soient les pays, et qui est en forte augmentation, on va dire, par rapport à nos précédentes études. Ce qu'on remarque en fait, c'est que effectivement, enfin, voilà, la crise pandémique du Covid qu'on vient de vivre, dans laquelle on est encore actuellement, a accéléré la numérisation, les échanges de données, le développement de toutes les informations numériques. Et donc, un des risques majeurs qui est vu par les dirigeants, c'est effectivement les cyberattaques, le fait que effectivement des gens s'introduisent dans leur système pour récupérer des données, des brevets, des informations de recherche et de développement. Et donc, voilà, c'est devenu, et ce n'est plus en fait qu'un sujet, on va dire, de journalisme ou de consultants ou de spécialistes informatiques. C'est devenu une réalité, c'est-à-dire qu'on a des clients, effectivement, on a des sociétés françaises, internationales, on a aussi entendu parler d'hôpitaux, on a entendu parler voilà, de différents types d'entreprises, lucratives ou non lucratives, qui ont été effectivement attaquées par des cyberattaques, parfois qui viennent de pays un peu malfaisants, avec des idées aussi qui peuvent être des idées géopolitiques d'ailleurs. Et donc voilà, ça c'est le risque identifié comme étant le principal risque par les dirigeants pour cette année et pour les prochaines années en fait. Et donc pour vous, alors comment si on passe un petit peu de l'autre côté sur votre activité, vous avez une demande des entreprises de conseil et d'accompagnement par rapport à ce risque? On a une demande croissante. C'est presque exponentiel. Voilà, nous, on a des équipes dédiées en fait sur ces aspects cybersécurité. Effectivement, nos clients nous appellent soit en amont pour s'assurer que leurs systèmes sont correctement couverts, soit au moment malheureusement où il est un peu tard, ils ont déjà été attaqués, et donc pour trouver des moyens de sortir de ces situations, parce que l'entreprise, parfois, elle est arrêtée. Donc, les gens n'ont plus accès à leurs ordinateurs ou aux données dont ils ont besoin pour travailler. Et donc, maintenant, ne plus avoir accès à son ordinateur et aux données qui sont dans le cloud ou qui sont partagées avec vos collègues, ça met en péril le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc, c'est devenu un facteur de risque majeur pour les entreprises, et on est très équipé là-dessus et on se renforce et on recrute énormément sur ces aspects-là. Il y a même on va dire un déficit de formation, que ce soit en France ou même à l'international, où on se rend compte qu'on manque d'ingénieurs de ce type de profil par rapport à la demande qui est en très forte croissance. Et alors, petit lien avec les écoles de management, nous, enfin, comment, c'est un secteur dans lequel on doit former. Alors, nous, pour l'instant, ce sont surtout des ingénieurs, on va dire, qu'on forme, mais je pense des profils de commerce qui auraient une sorte de double casquette et qui se formeraient sur les aspects cyber. Vu les demandes, les besoins qu'il y a actuellement et probablement dans le futur, je pense que oui, ça devrait être une idée à explorer pour les écoles de commerce, notamment celles qui ont un profil technologique comme Grenoble. Ok, donc ça, c'est le premier risque. Deuxième risque, le risque sanitaire. Oui, alors le risque sanitaire, bon, bah, on comprend, hein, voilà, on est dans un environnement qui a été complètement bouleversé
par la pandémie. Personne ne s'y attendait vraiment. Certains avaient, on va dire, des plans, mais comme souvent, on n'avait pas anticipé l'ampleur de l'impact. Et donc, oui, je pense que dans l'esprit des dirigeants, ce qui est maintenant clair, c'est que ce qui est arrivé peut arriver de nouveau, en fait. Et donc il est très important d'être prêt, en fait, bah, voilà, au cas où de nouvelles pandémies arrivent, de nouveaux risques du même type se développent. Et donc, les entreprises, là, sur les 2 dernières années, ont fait énormément d'efforts finalement pour, travailler différemment avec le développement du télétravail, avec, l'équipement de leurs, collaborateurs avec des PC, avec, de l'information qui est dans le cloud, avec, la sécurisation avec des VPN de leur système informatique. Donc, voilà, c'est une trajectoire qui va continuer. Il y a aussi tout un aspect, sécurisation, des approvisionnements pour les entreprises, plus industrielles, celles qui sont moins dans les services. Et donc, là, il y a, toute une réflexion pour savoir est-ce qu'il faut relocaliser une partie de certaines, productions pour ne pas être dépendante finalement, des échanges internationaux. Et on le voit, toutes les tensions qu'on peut avoir actuellement sur certaines matières premières ou sur certains, produits qui ne sont plus disponibles et qui mettent à mal, en fait, certaines entreprises dans leur chaîne de production. Alors, ce qui est frappant, c'est que le risque est moins aigu auprès des dirigeants français que leurs homologues étrangers. Oui, effectivement, en France, alors au global, c'est 48 ce risque, et en France, c'est 30. Alors bon, voilà, peut-être qu'en France, on a le sentiment, comme on est peut-être un peu moins, un pays industriel, on va dire, que de certains de nos pays concurrents. On a peut-être été moins impacté par la 2e vague, en fait, du covid, qui a été, l'impact, sur les chaînes de production et d'approvisionnement et industrielles. On est un pays de services, donc sur les aspects services, je pense qu'on a réussi, bah, à trouver des solutions comme je l'indiquais avec, ces nouvelles façons de travailler. Sur la partie industrielle, des pays, comme, actuellement la Chine, ou les États-Unis, ou peut-être même l'Allemagne, dont on voit qu'elle a, voilà, elle est impactée dans sa croissance parce qu'ils ont des problèmes, d'importation, divers et variés. Peut-être que la France l'est un petit peu moins, et c'est ce qui, ressort de l'étude, de la part de nos dirigeants. Alors, c'est intéressant, vous avez évoqué les différents volets, notamment tout ce qui peut être, enfin, comment, les questions de souveraineté, de relocalisation. Là aussi, vous avez une très forte demande des entreprises d'accompagner, de les aider dans ce domaine. Alors très forte, je dirais, forte, enfin, c'est-à-dire il y a des entreprises qui réfléchissent à ces sujets-là, sur des aspects, stratégiques. On voit que c'est, enfin, au-delà des intentions, ce sont des sujets complexes, parce que ça entraîne, effectivement, des relocalisations, de chaînes de production, de façons de faire, parfois des augmentations de coûts. Donc voilà, donc les analyses sont en cours. Il y en a déjà qui ont déjà démarré, mais oui, c'est un sujet de préoccupation, notamment, effectivement pour des chaînes de production, qui sont au cœur, finalement du dispositif de certains de nos clients, et dont ils ont, pu voir les conséquences pendant la crise, parce que, enfin voilà, il y en a certains qui étaient arrêtés, du fait de la pandémie. Alors, troisième risque, la volatilité économique, on ne va peut-être pas s'étendre dessus parce qu'il paraît normal et pas forcément nouveau. En quatrième position, les risques climatiques. Euh, alors, Oui, c'est alors, bah, une surprise de bon, les voir à ce niveau-là. oui, alors c'est, une surprise en fait, en fait, je pense que les gens se sont, rendus compte que, avec la crise, sanitaire, finalement des choses qui étaient, voilà, qui ressortaient, d'analyses, d'experts et cetera, c'était pas que, finalement des rapports, de spécialistes, ça pouvait vraiment arriver, quoi. Et donc, ça a été c'est entre guillemets une des leçons, apprises de la crise du covid, c'est que, il faut se préparer à tout. Et la crise du climat, c'est un sujet dont on parle depuis, très longtemps. Et donc, bah, ça devient, enfin, ça devient, voilà, vraiment un sujet sur l'agenda des dirigeants qui se posent cette question de se dire: «Bon, finalement, on en parle depuis, un petit moment. Qu'est-ce que ça va vraiment avoir comme impact sur mon activité?» Alors, à la fois sur mon activité avec, industrielle, commerciale avec mes clients, comment je m'adapte, mais aussi, dans, finalement, l'engagement de mes employés, dans, le recrutement.
puisqu'on voit que c'est une préoccupation très forte chez les populations plus jeunes, hein, vous devez bien voir ça dans les écoles de commerce. Et donc, bah, voilà, les entreprises doivent aussi s'adapter à ces nouvelles façons de voir les sujets et de les hiérarchiser dans leur importance finalement dans notre vie. Donc, ces sujets sociétaux finalement rentrent dans l'entreprise voilà, par différents aspects. Donc, la demande client, parce que voilà, elle est quand même là avec des exigences. Des fournisseurs aussi, voilà, certains fournisseurs maintenant demandent à avoir, des normes, des façons de faire et puis, voilà, l'engagement, dans l'entreprise pour trouver, voilà, un ADN, mettre en place des politiques qui sont, en ligne avec, les attentes, finalement, de nos clients et de la société. C'est également donc pour vous des perspectives de développement et des nouveaux secteurs d'accompagnement? Oui, alors ça fait très longtemps qu'on a, nous, une équipe, qui travaille sur ces sujets, RSE au sens large et puis, environnementaux. On a été vraiment un des 1ers à considérer ce sujet comme un sujet majeur. Au-delà, finalement de l'information extra-financière, on pense que c'est vraiment un des sujets, du futur, et donc on a beaucoup investi avec, des équipes, très larges, pour couvrir, finalement les différents aspects, que j'ai évoqués, précédemment. Parce qu'on voit bien que c'est devenu, un des sujets clés qui sont sur l'agenda des dirigeants et on évoquait la volatilité économique. C'est compliqué d'agir sur la volatilité économique, on va dire, on la subit plus qu'autre chose. Sur le climat et sur, la politique interne et sur la façon de faire avec ses clients ou avec ses employés, bah, là, les dirigeants, ils peuvent faire des choses. Donc, voilà, ils ont eu des marges de manœuvre et donc nous, bah, voilà, on peut les accompagner, sur ces sujets-là parce qu'on a des équipes dédiées qui sont aussi en forte croissance. D'accord. 5e risque, le risque géopolitique. Alors là aussi avec une surprise, beaucoup plus marquée chez les dirigeants français que leurs homologues étrangers. Oui, alors effectivement, c'est effectivement, au global, c'est un risque qui ressort à 32 31 en Europe, donc voilà, l'Europe est à peu près au global et 40 en France. Alors on a, oui, on a été aussi un petit peu surpris par ce niveau assez élevé en France. Alors est-ce que c'est lié aussi à un contexte, de campagne présidentielle en France où du coup on parle plus de ces sujets-là? La présence, militaire aussi de la France, sur certains secteurs notamment et on en a entendu parler au Sahel, les sujets aussi avec la Russie. Voilà, la France qui a quand même, un positionnement militaire qui est quand même, important sur la scène européenne ou mondiale. Donc c'est peut-être un sujet effectivement plus prégnant dans un pays comme la France que dans des pays, comme l'Allemagne ou comme, certains de nos pays, comme l'Espagne ou l'Italie. On va dire ces sujets sont peut-être moins, du quotidien des gens, alors qu'en France, c'est vrai que, on parle beaucoup, nos interventions à l'international et on parle beaucoup aussi, de ces sujets, notamment dans le cadre, actuellement de la campagne électorale. D'accord. Par risque géopolitique, concrètement, qu'est-ce qu'on peut entendre? Alors, par risque géopolitique, ce que les dirigeants mettent dans les risques géopolitiques, c'est finalement, toute cette, instabilité, on va dire politique, telle qu'ils, l'envisagent dans certains pays et qui peut avoir un impact sur, à la fois leurs débouchés commerciaux ou, finalement leur chaîne de production ou d'approvisionnement. Donc, voilà, au même titre que, les aspects, sanitaires ils ont vu qu'il y avait, ça pouvait avoir des impacts sur, finalement leur business au jour le jour. Donc les dirigeants pensent que, ces aspects géopolitiques, finalement, ce qui se discute entre les États, les tensions, bah, voilà, ça génère, finalement, des problèmes de circulation des personnes, de circulation des marchandises, de marchés qui s'ouvrent et qui se ferment. Voilà, on avait vu avec, Trump, par exemple, où il y a eu
quand il était président, il y avait eu une sorte de guerre commerciale sur certains aspects, sur certains sujets, le vin, le fromage. Bon, ben ça a un impact direct, on va dire, pour certains dirigeants français qui exportent et qui voient du jour au lendemain bon, bah, des taxes qui augmentent, etc. Donc, voilà, c'est des exemples un peu marginaux, mais en fait, c'est ça que ça traduit. C'est une sorte d'instabilité, on va dire, avec un repli potentiel qu'on voit hein, depuis quelques années des pays finalement sur leur zone, leurs frontières, et qui va à l'encontre probablement d'une économie qui est quand même assez exportatrice hein, de l'économie française, qui est quand même ouverte sur le monde. Et donc, s'il y a des tensions géopolitiques, s'il y a des difficultés avec certains de nos partenaires, ça a tout de suite un impact finalement sur l'activité économique de nos entreprises. Et dernier risque, j'allais dire une double surprise, à la fois sur ce type de risque et la disparité entre la France et le reste du monde, c'est sur les inégalités sociales. Alors, je suis allé voir un petit peu ce qu'il y avait derrière. Il y a un aspect recrutement également, talent. Oui, alors ça regroupe beaucoup de choses. Et effectivement, alors la France, elle a la moitié en fait du risque par rapport au global, qui est à 18%. En France, on est plutôt proche de 9%. Je pense qu'en France, malgré en fait voilà, les tensions qu'on peut connaître parfois, on a avec notre système de redistribution finalement un système qui est et qui prône une certaine égalité quand même, si on compare à d'autres pays en fait avec lesquels on peut interagir, comme bah, vous mentionniez la Chine au début de l'entretien, la Russie, les États-Unis, le Brésil, où il y a de très fortes inégalités. Qui se ressentent peut-être moins dans de la contestation, parce que voilà, on est un pays de contestation, mais qui se ressentent au quotidien, en fait, les gens. Et les dirigeants, je pense qu'ils sont conscients finalement de ces inégalités qui sont en train de s'exacerber, notamment avec la crise sanitaire. Hein. Dans certains pays, on a vu voilà, des gens qui sont en très forte difficulté sur l'emploi, parce que finalement, il y a des métiers maintenant qui sont délocalisés, ou parce qu'on a besoin de métiers euh, de plus diplômés, en fait, de gens qui ont fait plus d'études. Et donc, voilà, les inégalités s'accroissent, c'est-à-dire les gens qui ont moins l'accès finalement à la formation, qui sont dans des milieux socio-professionnels plus complexes, eh ben, enfin, voilà, ils sont un peu détachés du reste de la société. Et je pense que les dirigeants voient ça comme étant un risque potentiel court terme, moyen, voire long terme, voilà, d'une population qui risque d'être un peu mis à l'écart. Voilà, donc qu'est-ce qu'elle va devenir cette population? Ce sont à la fois des clients, ce sont peut-être aussi des employés, ce sont de futurs employés. Est-ce qu'il n'y a pas un risque du coup de tension en interne dans chacun des pays liés à ces inégalités, ou qui pourrait aussi développer on va dire, des crises migratoires comme on en a pu en connaître du fait de problèmes géopolitiques il y a quelques années, par exemple avec la Syrie. Alors, on voit bien donc les conséquences, notamment sur à la fois la formation et puis le métier de dirigeant. On arrive au terme de l'entretien. Le rituel, c'est que la dernière question, c'est l'invité qui la pose. Donc, quelle est la question que vous auriez aimé me poser? Bah, Jean-François, j'aimerais vous poser la question. Là, vous m'avez interrogé sur les différents sujets là, qui finalement ressortent de l'étude. Pour vous, c'est quoi finalement l'enseignement majeur, ou alors l'étonnement à la vue des conclusions de cette étude? Qu'est-ce qui vous a étonné? Qu'est-ce que vous avez appris en fait de cette étude? J'allais dire, il y a deux dimensions. Moi, le premier, c'est l'aspect optimisme donc, qui fait du bien. L'autre aspect sont ces six risques. Et vous avez souvent utilisé le terme de sociétal. Je crois que l'entreprise est en train de passer d'une gestion des risques très passive, en disant je gère, j'identifie, je gère, à un dirigeant ou des équipes dirigeantes, des COMEX, qui doivent être très proactifs et prendre en compte tous ces éléments transversaux. Parce que finalement, là aussi, vous avez fort bien dit, ces risques sont bien identifiés pour l'enquête, mais ils sont étroitement liés les uns les autres. Et je crois que la leçon, c'est pour nous, en tant qu'école de management, il faut qu'on forme nos étudiants par rapport à ça, ce qui n'est pas évident parce qu'il faut de la maturité, il faut avoir vécu ce type d'expérience, d'incident, etc. Mais ils devront le gérer
et devront le prendre en compte parce que je crois que ça fera peut-être partie aussi des éléments d'attraction dans une entreprise en disant par rapport à ces risques qui sont en fait des vrais sujets de société, comment se comporte mon entreprise. Donc c'est peut-être de l'inquiétude en disant parce qu'il faut qu'on fasse évoluer en permanence nos programmes avec beaucoup de choses, mais oui, de l'autre côté en disant on est dans un monde qui subit de profondes transformations et y compris dans le monde de l'entreprise et donc y compris donc pour nous en tant qu'école de management. Merci en tout cas d'avoir répondu donc à mes questions. Et puis donc de toute façon il y aura le lien pour l'enquête pour aller donc beaucoup plus loin. Mais encore une fois donc c'est vrai des enseignements importants. Merci Merci Jean-François pour à l'invitation. très bientôt donc à l'école parce que je sais que vous êtes fortement impliqués et notamment auprès des étudiants de la JAI pour les aider et les accompagner, et en sachant que ces risques feront peut-être partie de leur catalogue dans les années à venir.